Bonjour à tous. Pour ce nouvel épisode de la Minute du Docteur Captain, nous avons voulu mettre l'accent sur les performances non techniques, éléments indispensables pour améliorer le travail en équipe. Depuis de nombreuses années dans le domaine de l'aéronautique, les performances d'un pilote ne sont plus évaluées sur ses seules compétences techniques, comme connaître son avion, les procédures normales et anormales, ou la phraséologie par exemple. Le retour d'expérience à partir de diverses catastrophes aériennes a sensibilisé les responsables de la sécurité du transport aérien sur l'importance de ces compétences non techniques. Ainsi, la formation en Crew Resource Management, CRM, est devenue la norme. Le management des ressources en équipe est basé sur la communication, la prise de décision, le leadership et la relation avec autrui. Ces procédures sont à développer dans un environnement où l'erreur humaine peut engendrer des effets néfastes. La formation médicale est essentiellement basée sur des compétences techniques avec une hiérarchie forte au sein des équipes. Ces éléments sont responsables d'une pression majeure du côté médical. Les médecins vont le savoir, doivent savoir, et donc doivent seuls trouver la solution. Et bien souvent, ils sont aussi responsables d'une difficulté pour s'exprimer du côté paramédical, que ce soit au niveau des infirmières ou des aides-soignants. Nous avons réalisé une expérience unique pour faire prendre conscience de l'importance des compétences non techniques dans le domaine de la santé. Nous avons amené des professionnels de santé paramédicaux d'un bloc opératoire à bord d'un simulateur d'Airbus A320. Par définition, aucune de ces personnes ne possédait de compétences techniques pour piloter un avion, et encore moins un A320. Seule la mise en place de compétences non techniques, travail d'équipe, pouvait permettre de réaliser la mission. L'équipage était constitué de 3 collègues appartenant à des métiers différents et qui se sont portés volontaires pour participer à l'expérience et être filmés. Nous avons établi que le pilote situé à droite serait le pilote en fonction, celui qui est responsable de la tenue du vol et de la trajectoire de l'avion. Le pilote assis à gauche serait le commandant de bord, ayant une fonction de pilote monitoring, celui qui gère la communication et assiste le pilote en fonction. Enfin, un troisième pilote serait assis entre les 2 sièges. Ce pilote pouvait intervenir à tout moment pour aider ses collègues, en ayant un peu de recul sur la situation. 2 autres infirmières étaient à l'arrière pour prendre des notes sur ce qu'elles voyaient, sans pouvoir intervenir auprès des 3 autres collègues. Avant de débuter l'expérience à proprement parler, un briefing a été réalisé afin de sensibiliser l'équipage à la tenue de l'attitude de l'avion et aux principales fonctions retrouvées dans un cockpit. Un vol de courte durée était réalisé avec une infirmière ne participant pas à l'expérience pour visualiser les actions de base à mener. L'instructeur, qui avait le rôle de contrôleur aérien, pouvait intervenir pour la partie technique, notamment au décollage, jusqu'à l'enclenchement du pilote automatique. Le scénario consistait à réaliser un vol de courte durée entre 2 villes. Après un décollage sans encombre, une panne mineure survenait, suivie d'une panne majeure. 3 jours après, un débriefing était réalisé. Chaque participant a exprimé sa vision de l'expérience en insistant sur ce qui avait fonctionné et sur ce qu'il fallait améliorer. Ensuite, leur vidéo a été visualisée par les 5 intervenants. Elle a permis de mettre en exergue et d'insister sur la gestion du stress et ses conséquences, les phénomènes de tunnelisation, à la fois visuelle et auditive, l'importance de la communication, la notion de partage de tâches, la hiérarchisation des tâches, la notion de conscience de la situation, la précipitation dans la réalisation d'une tâche et la notion d'oser dire. L'expérience en fut positive. Il faut grandement les remercier d'avoir accepté de sortir de leur zone de confort et de se retrouver dans une telle situation. Quelques jours après, une des participantes a été confrontée au bloc opératoire à une situation d'urgence. Elle a accepté de nous raconter comment elle a mis en place ces éléments de CRM grâce à son expérience lors de la simulation sur l'A320. Donc bonjour, je m'appelle Aurore Massoutier, je suis infirmière anesthésiste et à ce jour je travaille à l'UCTO, donc à l'Oncopole à Toulouse. Donc j'ai bénéficié récemment de la formation en Crew Resource Management, CRM, sur le simulateur d'A320 à la Viasim à Toulouse.
Donc le principe sur cette formation, c'était de mettre en avant le travail d'équipe sur des compétences non techniques, puisque de toute façon, nous partions toutes de zéro, toutes les trois, puisque nous ne connaissions rien en aviation. Voilà. Le hasard a fait qu'une semaine après, donc ça c'était il y a 10 jours, et donc cette semaine, j'ai eu en salle 2 situations qu'on peut qualifier de situations d'urgence, avec le même anesthésiste d'ailleurs. La première, c'était un réveil de patient agité, et la deuxième, une dame qui avait été opérée plusieurs fois au niveau ORL avec une intubation difficile, et on va dire qu'on a eu quelques bâtons dans les roues sur l'induction d'anesthésie. Ce qui est ressorti, c'est que de mon point de vue, j'ai pu plus prendre le temps d'écouter mes collègues, même si il y a l'effet tunnel qui a été mis en avant au cours de la simulation. J'ai pu plus prendre le temps de les écouter et simplement de se partager le travail. Et rien que ça fait gagner... Enfin, j'ai eu l'impression qu'on a gagné du temps et qu'on a pu baisser le niveau de stress. Et ça c'est ce qui a été bénéfique et ça a été mis en avant par le débriefing après. C'est-à-dire qu'il y a eu l'étape de simulation, l'étape de débriefing, et c'est vraiment à l'étape de débriefing où on se voit, enfin moi en tout cas je me suis vue littéralement dans le tunnel, dans l'effet tunnelisation, avec le stress, la perte de temps, les gestes inutiles. Enfin voilà, on se voit littéralement se décomposer et patauger. Patauger, pas s'écouter. Donc de se voir comme ça en débriefing déjà, ça met en avant ce sur quoi on peut s'améliorer, parce que c'est l'objectif. Et souvent ce que j'ai trouvé super, c'est que ça a fonctionné assez vite. C'est-à-dire qu'il y a un côté déclic. On se voit dans la situation d'urgence et là on repense à cet aspect-là, de dire ah mais oui, mais ça je l'ai déjà vu. Ça j'ai déjà vu quand j'entends plus les bruits des alarmes. Ça je l'ai déjà vu quand voilà, on commence à perdre pied. La tunnelisation, elle est forcément en situation d'urgence. Enfin, moi c'est... Il y a des alarmes que j'entendais plus, il y a des choses que je voyais plus, enfin voilà. Du coup, j'écoutais mes collègues. Parce que le sachant, si on sait qu'on est dans le tunnel, ben c'est, comment dire, comme ça a été vu en débriefing, du coup, on le sait et on va essayer d'écouter les collègues. Et auquel cas, essayer de plus se départager et éviter d'être dans la dispersion. Et c'est vraiment cette prise de conscience-là, en tout cas, qui m'a aidée sur ces 2 situations-là. J'espère que ça va rester. En tout cas, c'était très formateur. Pour conclure, moi, ce que je dirais, ça serait que c'est un très très bon exercice, à condition d'avoir envie de s'y prêter aussi et de se confronter aussi à nos failles, enfin, aux failles que chacun peut avoir. Mais je pense que c'est un excellent exercice pour progresser et améliorer ses prises en charge en cas d'urgence. Ça, c'est sûr.